Alors pour essayer de répondre à cette question, je me suis intéressé évidemment au chlore. Et le chlore, c'est un gaz de combat. Là, vous voyez une photo de Tommy qui sont en train de charger des bidons dans des petits silos. Et quand le vent souffle dans le bon sens, ça libère du chlore, gaz, qui va envahir les tranchées adverses, allemandes en l'occurrence, et entraîner donc des lésions irritatives des yeux, des poumons et de la peau. Mais déjà, avec les gaz de combat, il y avait des contre-mesures, et une des principales contre-mesures, c'était de mouiller un chiffon avec de l'urine pour antagoniser les effets du chlore, et la molécule qui était la plus performante pour antagoniser les effets du chlore en humidifiant ce chiffon, c'était l'urée. Donc on entre dans le vif du sujet, et ces données avaient été déjà validées à l'époque. Vous allez voir que j'aime bien les vieilles choses. En 1908 par un chimiste, Chataway, et qui avait déjà publié sur le sujet. Donc le chlore, c'est potentiellement toxique, et au sujet du rein, on sait que l'administration de sel de chlore sur des néphrons isolés avec une perfusion rétrograde, ça fait beaucoup de choses qui sont compliquées, antiphysiologiques. Les sels de chlore entraînent une vasoconstriction de l'artère afférente, alors que les sels concentrés de sodium n'ont pas cet effet vasoconstricteur sur l'artère afférente. Qu'en est-il maintenant sur le rein en entier? C'est une expérimentation faite il y a fort longtemps, en 1983, par Wilcox, sur le chien. Mais là encore, l'expérimentation est un peu particulière, puisque le rein est explanté et greffé en position carotidienne. Donc il s'agit d'un rein dénervé, et sont injectées des fortes concentrations de produits contenant du sodium mais pas de chlore, et contenant du sodium et du chlore, ou ne contenant que presque du chlore, de l'ammonium et du chlore. Et donc vous voyez que quand on injecte du sodium, ça n'entraîne pas d'effet négatif sur le débit sanguin rénal, alors que lorsqu'on injecte un produit associant du sodium et du chlore, comme par exemple le chlorure de sodium, ça entraîne une vasoconstriction rénale et une chute du débit sanguin rénal sur un rein dénervé. Lorsqu'on prend des artérioles rénales et qu'on les dépolarise avec du potassium, le potassium à forte concentration sur des artérioles, c'est vasoconstricteur, donc on les précontreint. Et lorsqu'on augmente ensuite dans le bain la concentration de chlore, on a une diminution, on a une vasoconstriction, une diminution du diamètre de l'artère rénale, ou l'artériole rénale. Je vous demande de regarder attentivement ici. Donc les concentrations physiologiques de chlore, vous voyez que la diminution de la taille de l'artère rénale est faible. Évidemment, on ne se retrouve jamais à 20 millimoles de chlore dans le plasma. Donc, il faut faire attention aux concentrations de chlore dans toutes ces études. Et donc, lorsqu'on est dans des ranges physiologiques, l'effet paraît quand même relativement modeste. Alors, comment est régulé ce système? Ça ne passe pas par le système rénine-angiotensine, puisque lorsque vous injectez du sodium, du bicarbonate de sodium, donc vous apportez du sel, il n'y a pas d'effet sur pas de libération de rénine. A contrario, lorsque vous injectez du chlorure de sodium, vous avez une diminution de la libération de l'activité rénine, et donc ça ne passe pas par une diminution du système, de l'activation du système rénine-angiotensine, cette vasoconstriction. Mais ça passe plutôt par ce qu'on appelle le réflexe tubuloglomérulaire. Et donc, lorsque le débit sanguin rénal augmente, le débit de filtration rénale ou de filtration glomérulaire augmente. Donc, ça augmente la concentration intraluminale de chlore, stimule l'appareil juxtaglomérulaire et favorise une vasoconstriction de l'artère afférente. Il s'agit d'un mécanisme protecteur afin de ne pas se déshydrater. Donc c'est totalement physiologique.
Alors qu'en est-il maintenant chez l'homme sain? Ça a été étudié. Chez le volontaire sain par technique IRM et ont été comparés un soluté riche en chlore, le soluté salé isotonique que vous connaissez, versus le plasmalite qui est donc un produit plus pauvre en chlore et l'anion est remplacé en partie par de l'acétate. Donc vous voyez que lorsque on donne du plasmalite, le débit sanguin ou la vélocité au niveau de l'artère rénale ou des artérioles rénales est maintenue avec le soluté pauvre en chlore et il y a une diminution du débit sanguin rénal avec le soluté salé isotonique. Et lorsqu'on regarde la perfusion corticale qui pourrait traduire la microcirculation au niveau du rein, on a le même effet, c'est maintenu avec les solutés pauvres en chlore ou appauvris en chlore, alors que lorsqu'on perfuse du chlorure de sodium, on a une diminution du débit sanguin microcirculatoire au niveau cortical. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher ou pas? Vous avez ici donc des vaisseaux, bien sûr, de reins isolés, des reins de rats isolés, et donc lorsque vous enrichissez le milieu en chlore, la réponse aux catécholamines est supérieure en termes de vasoconstriction, alors que quand vous appauvrissez le milieu en chlore, l'efficacité des catécholamines est moindre, et donc la réponse aux catécholamines est moindre. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bénéfique ou pas. En tout cas, lorsqu'on cherche à perfuser du chlorure de sodium chez nos patients, c'est plutôt en grande quantité dans les situations de choc. Et on n'est pas mécontent d'obtenir une vasoréactivité accrue aux catécholamines. Donc, c'est peut-être pas de prime abord si délétère. Alors maintenant, intéressons-nous aux modèles qui pourraient paraître plus pertinents, tels qu'un modèle de lésion rénale induite par un choc lui-même provoqué par une péritonite, par perforation sécale. Et donc, les auteurs ont montré dans cette expérimentation chez le rat que lorsque on passe du liquide, que ce soit du normal saline, donc du soluté salé isotonique ou du plasmalite, on a une majoration au cours du temps de la créatininémie à cause de l'état de choc et qu'il n'y a pas vraiment de différence significative entre les deux molécules. Donc en termes de fonction de créatininémie, il n'y a pas de différence. Alors, en ce qui concerne l'urée, il y a un effet d'émodilution supérieur avec le soluté salé isotonique. Et donc, l'urée, dans cette expérimentation, augmente un peu plus contre toute attente et que le plasmalite ferait en sorte de moins augmenter l'urée secondaire à la défaillance rénale qui elle-même est liée à l'état de choc. Et lorsqu'ils regardent les stades Reifel chez le rat, oui, on peut faire ça, les auteurs rapportent qu'on a une différence au bénéfice donc, du plasmalite avec des stades pas d'insuffisance rénale où le stade risque de façon plus importante chez les animaux traités par plasmalite. La quantité de fluide reçu est conséquente, de l'ordre de 25 ml par kilo. Alors ensuite, ils ont regardé un petit peu les performances tubulaires avec le dosage de la cystatine C, du NGAL, la présence de cystatine C dans les urines et de NGAL dans les urines. Et vous voyez qu'il y a des différences au détriment du soluté salé isotonique. Et donc, c'est ce qui fait dire à ces auteurs qu'il vaut mieux probablement réanimer les animaux avec du plasmalite, en tout cas en ce qui concerne l'urée et les marqueurs d'atteinte tubulaire, de défaillance tubulaire. Je vous rappelle que sur la créatinine, il n'y avait pas de différence. Alors ils ont fait de l'histologie, et donc vous avez sur la plaque de gauche des tubules rénaux avec une dégénérescence vacuolaire évidente, alors que les animaux réanimés avec du plasmalite, donc un soluté plus pauvre en chlore, tout est normal.
Alors, qu'en est-il maintenant chez l'homme sur des séries plus importantes? Donc, l'essentiel des publications concerne des études rétrospectives ou avec des designs discutables. Donc, c'est la première, celle de Shaw, en chirurgie abdominale. Donc, ils ont pris des patients, ils ont regardé a posteriori ceux qui étaient réanimés avec des fluides balancés, c'est-à-dire tamponnés avec de l'acétate ou du ringerlatate, et ceux qui recevaient seulement du chlorure de sodium. Ils travaillaient avec un score de propensité et ils ont montré que lorsqu'on administrait donc des solutés plus pauvres en chlore, on avait plutôt une tendance à une mortalité moindre, plutôt moins de défaillance rénale. Et quand on prenait un critère composite qui tenait compte de la mortalité, de la défaillance rénale, de la défaillance respiratoire, des hémorragies et des infections, globalement, c'était plutôt mieux. Et lorsqu'on regardait d'autres paramètres, tels que le recours à la dialyse, les patients qui recevaient du chlorure de sodium étaient dialysés plus fréquemment que les patients qui recevaient un soluté tamponné. D'autres études avec une publication australienne, du groupe de Bellomo, qui a regardé l'effet de la toxicité du chlore sur le rein, plus spécifiquement, et qui a fait une étude avant-après, c'est-à-dire avant, ils avaient pris leurs patients qui recevaient du chlorure de sodium ou des solutés riches en chlore, et à l'inverse, dans la deuxième période, 6 mois plus tard, ils ont supprimé le chlorure de sodium autant que possible dans les perfusions et les solutés de remplissage et ont administré des solutés alternatifs tels que le plasmalite et le ringerlactate ou de l'albumine quand il fallait faire, mais de manière concentrée. Et qu'observent-ils? Ils observent que lorsque on réanime les patients avec des solutés pauvres en chlore, on a moins de survenue de défaillance rénale, moins de défaillance de type injury, et quand on fait le score combiné injury plus failure, on a une différence significative. Donc, pour ces auteurs, le chlore est un produit toxique, comme vous pouvez le constater. Et donc, dans cette étude avant-après, le risque de survenue d'une insuffisance rénale avec un stade 2 ou 3 est beaucoup plus important lorsque les patients recevaient donc des solutés riches en chlore. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une étude avant-après. Vous savez que, comme moi, qu'il existe de nombreux biais méthodologiques et donc il est difficile de retenir ce design comme très valide, même s'il a l'intérêt de générer des hypothèses, en tout cas en termes de raisonnement et de design d'études futures. Alors les mêmes auteurs ont insisté, ils ont fait recruter avant encore plus, et puis après ils ont prolongé leur étude, et donc ils sortent les mêmes résultats. Plus on les réanime avec du chlore, du soluté salé isotonique, et plus il y a de défaillance rénale. Même critique, il s'agit d'une étude avant-après, et donc il est difficile de tirer des conclusions définitives. Donc, ce qu'on voudrait dans cette situation, c'est quand même un essai randomisé, et donc que je vais vous montrer tout à l'heure. Et autre étude, celle de Raghunathan, publiée dans Critical Care, qui s'intéresse à des patients de réanimation qui ont reçu soit des solutés balancés, soit des solutés non balancés, c'est-à-dire en l'occurrence du soluté salé isotonique. Ils ont utilisé un score de propensité et puis ils ont découpé leur population en terciles, ceux qui en avaient reçu peu, ceux qui en avaient reçu beaucoup et ceux qui en avaient reçu entre les deux, c'est-à-dire ni trop peu ni beaucoup. Et donc ensuite, avec le score de propensité, ils ont effectué donc 3 strates et ils ont regardé la toxicité en fonction de la quantité de solutés balancés reçus versus ceux qui avaient reçu un soluté riche en chlore. Les résultats sont les suivants, c'est qu'il y a une différence de mortalité évidente dans les deux groupes au profit des solutés balancés, c'est-à-dire que les solutés balancés pauvres en chlore font mieux que le soluté salé isotonique, avec une réduction significative de la mortalité.
Et de façon très très curieuse dans cette étude, vous constaterez qu'il n'y a aucune interaction avec le rein. Et donc, certes, plus on leur donne de solutés balancées, et moins la défaillance, moins la mortalité est importante, et que lorsqu'on découpe la population en quintiles, ça s'avère toujours vrai. Les patients qui reçoivent des solutés balancées ont plutôt une réduction de mortalité, et cela quelle que soit la quantité de fluide reçu. Donc cette étude interpelle, c'est-à-dire que la toxicité du chlore ne s'exprime pas là où on l'attend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de défaillance rénale dans cette étude, ça sort sur la mortalité. Donc allez comprendre, et finalement le juge de paix, c'est le gold standard, c'est l'essai randomisé multicentrique, c'est l'étude SPLIT qui a été présentée donc à Berlin et publiée dans le JAMA de cette année. Et donc avec un design un peu particulier qu'affectionnent maintenant les Australiens pour augmenter leur taux d'inclusion, ils utilisent le cluster multicentrique randomisé en double aveugle et crossover. C'est-à-dire que chaque centre a fait du soluté balancé ou du soluté salé isotonique en aveugle et ensuite, après une période, ils croisent. Donc le soluté salé isotonique a été comparé au plasmalite, au Ringer lactate, et vous voyez qu'on a comparé plus de 1000 patients dans chaque bras, et le critère de jugement principal, c'était la survenue d'une insuffisance rénale aiguë au moins de stade injury de la classification Reifel. La population était bien balancée dans les deux bras, les patients n'étaient pas très graves, avec un profil plutôt de prise en charge post-opératoire. Vous voyez que c'était essentiellement de la post-op de chirurgie cardiaque. Peu de patients avaient un sepsis, moins de 4%, ce qui fait autour de 40 patients par bras. Les patients ont reçu en moyenne 2 litres de soluté salé isotonique ou 2 litres de soluté balancé. Et le critère de jugement principal ne ressort pas. Donc il n'y a pas dans cette étude, avec un design bien supérieur en termes de qualité méthodologique, il n'y a pas de surcroît de toxicité du chlore sur le rein dans cet essai. Lorsqu'on regarde ensuite les objectifs secondaires de cet essai, là pareil, rien ne sort, rien n'est significatif. Et quelle que soit la façon dont on exprime les choses, soit en Reifel, soit en Cadigo. Et lorsqu'on regarde le risque de survenue d'une insuffisance rénale justifiant une épuration extra-rénale, vous voyez que les deux courbes se superposent parfaitement et il n'y a pas de différence. Lorsqu'on regarde le forest plot en fonction des sous-groupes de l'analyse, donc chez les patients septiques, je vous rappelle qu'il y a peu de patients septiques, 35 et 42, rien. C'est pourtant la population la plus à risque, et c'est plutôt même en faveur du soluté salé si on doit sortir quelque chose. En tout cas, ça n'a aucun sens de vouloir en tirer une conclusion. Il n'y a pas de différence, et globalement, il n'y a pas de différence. Et cette étude qui rassemble autant de patients que celle de la précédente de Raghunathan, bon, vous voyez qu'il n'y a pas de différence de mortalité non plus. Donc, avec les résultats de cet essai bien conduit, on peut conclure quand même que la toxicité du chlore, s'il y en a une, est tout à fait modeste. On peut toujours critiquer la quantité qu'ont reçue les patients, mais on verra si dans les analyses secondaires, chez les patients qui en ont reçu le plus, s'il y a une différence de toxicité, puisqu'on peut supposer que plus on reçoit de chlore, plus il y a de toxicité rénale. Cependant, sur les données actuelles, à notre disposition, on n'a pas grand-chose. Alors le sujet est peut-être dycentrique, mais depuis 1900, vous voyez la référence, selon Buchanan, je pense qu'il faut continuer à utiliser le chlore de sodium isotonique et qu'a priori, on ne détectait pas à l'heure actuelle de surcroît de toxicité rénale. Je vous remercie.